Salut à tous et bienvenue sur ValetPL Lorcana FR, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un exercice assez amusant qu'on essaie de faire à chaque chapitre, c'est-à-dire qu'on attend que l'extension soit bien sortie. Nous on fait souvent une review des spoilers et un top des cartes qu'on attend le plus. Et une fois que le jeu a eu le temps de s'établir, que les decks ont eu le temps entre guillemets d'émerger et que un consensus compétitif commence à se dessiner, et bien dans ce cas-là on fait une rétrospective des cartes qui ont flop et des cartes qui ont top. Les cartes qui ont flop, c'est les cartes qu'on attendait et qui finalement ne sont pas jouées ou en tout cas très peu impactantes. Et les cartes qui ont top, eh bien c'est les cartes que l'on n'attendait pas ou alors que l'on attendait, mais qui elles effectivement sont structurantes des decks compétitifs du moment. Avant de passer à la suite, je vais vous demander de laisser votre meilleur pouce bleu sur cette vidéo, de partager dans l'espace commentaire, de partager aussi autour de vous si jamais il y a des gens qui s'intéressent à la création de contenu sur leur canal, de vous abonner à la chaîne bien évidemment et de nous suivre sur nos différents réseaux sociaux. On a un Instagram, val_labelcarte pour le mien, que vous pouvez retrouver directement dans la description et qui vous permet d'être tenu au courant de toute notre actualité, comme notamment le fait que l'on va caster le Lorca Quest mi-octobre. Pour ceux qui souhaiteraient nous soutenir, on a aussi un Tipeee qui est disponible dans la description. Vous pouvez nous soutenir à partir de 1 euro et nous, ça nous aide énormément à continuer la création de contenu et en tout cas à poster aussi régulièrement. Merci à tous ceux qui le font et tous ceux qui le feront. Alors on va commencer l'exercice par les flops et ensuite on finira par les tops. Il y a 10 flops, 10 tops. L'ordre n'a pas de signification, on va les prendre comme elles viennent. Premier flop, Daisy Duck. Alors il va falloir que je m'explique sur celle-là, parce que c'est vrai que finalement elle est quand même un petit peu jouée à droite à gauche, mais par rapport à ce qu'on attendait d'elle, je peux vous dire que c'était probablement une des cartes les plus attendues du chapitre 5. Tout le monde avait peur que Hyper Rush devienne un deck extrêmement populaire. Les decks, en tout cas les joueurs de bleu-rouge, avaient l'impression qu'ils allaient plus pouvoir jouer leur deck tellement Daisy Duck allait warp le format, polariser le format autour d'elle, et en fonction des attentes qu'on avait autour de cette carte-là, eh j'estime que c'est un flop parce que la carte est utilisée comme switch de tempo pour le mid-game dans Humber Steel et globalement, ça va pas beaucoup plus loin. Donc par rapport à toutes les attentes qu'on avait sur Daisy Duck, finalement, les decks agressifs sont pas giga représentatifs du metagame. Donc flop. Deuxième flop, Anna. Beaucoup de gens attendaient beaucoup de Anna de par la polyvalence de la carte. Nous, avec PL, on vous avait plutôt prévenu que c'était pas forcément une carte que l'on attendait beaucoup, du fait qu'elle soit non ancrable et que tous ses effets soient entre guillemets moyens. Le fait qu'elle soit polyvalente ne compense pas, à mon avis, le fait que la carte ait trop peu d'impact et ça se ressent, les gens l'ont testé et finalement elle n'apparaît plus dans les decklists. Ah ça m'attriste le flop de Alana Dale qui est quand même joué à droite à gauche, mais plus ça avance et plus les versions d'Umber Steel commencent à le cutter. Il coûte quand même 4 mana, même s'il est ancrable et qu'il ore pour 2, c'est difficile dans la tempo de pouvoir le déposer. On a souvent beaucoup mieux à faire et en plus les drop 4 de Humber Steel sont souvent occupés par Nevin qui a un petit peu plus d'impact, je trouve. Donc malheureusement, Alana Dale, par rapport à ce qu'on en attendait, c'est un peu un flop. Je fais quand même un disclaimer au début de cette vidéo. C'est pas parce qu'une carte est en flop actuellement ou en top actuellement que ça veut pas dire qu'elle pourrait pas justement devenir une carte intéressante ou au contraire être une carte qui disparaît. Cette vidéo top et flop, elle est une photographie du metagame à un instant donné. Le metagame, c'est plein de petits engrenages. Il y a des engrenages de méta qui font que le metagame se modifie régulièrement et donc que certaines cartes qui ne sont pas jouées deviennent des cartes jouées. Et donc, il n'y a aucune vérité absolue à cette vidéo. C'est un prétexte pour parler de l'Orcana, un prétexte pour vérifier si on avait plutôt bien anticipé lors de nos top 5 des cartes par couleur. Et un prétexte pour faire une vidéo sympathique. Il n'y a pas de vérité absolue. C'est pas parce que Alana Dale actuellement est en flop qu'il ne pourrait pas devenir une carte déterminante du format un peu plus tard. Normalement, les gens sont au courant, mais je suis obligé de refaire le disclaimer à chaque fois pour que les gens comprennent bien quel est le but de l'exercice. Madame Mime, pareil, gros flop. Ça aussi, c'est pas faute de vous avoir prévenu avec PL lors des spoilers. Cette carte-là, elle coûte 4 mana et donc c'est très difficile de l'intégrer dans la boucle bounce. On a 8 cartes qu'on a envie de bouncer, 8 bouncers, l'équilibre est parfait. Et cette carte-là, ayant 3 d'attaque et donc étant sensible à Medusa, n'accomplit pas assez pour le coup d'opportunité de pouvoir mettre cette carte dans ton deck, entre guillemets, qu'est-ce que tu vas retirer, qu'est-ce qu'elle t'apporte. Eh bien, c'est une carte qui n'apporte, d'après moi, pas suffisamment, et ça se vérifie, la carte n'est pas jouée. Là, on est sur le monumental flop, pareil, c'est une carte
pour l'instant, on était plutôt visionnaire, mais c'est vrai qu'avec l'expérience qu'on a sur Magic, l'Orcana, c'est pas trop dur pour nous de call dans le bon sens. Moi, je m'attendais à ce que ce Robin Hood soit pas forcément très intéressant. PL avait un peu plus d'espoir pour lui. C'est vrai que quand tu es capable de quêter avec lui, tu peux, notamment dans les decks rouge-vert qui ont émergé au tout début du chapitre 5, faire de très très belles choses. Ça reste en tout cas une carte non ancrable avec des stats très faibles, très sensible à Madame Mime Renard qui restera, tant qu'elle sera éditée, une des meilleures cartes du jeu. Et à ce titre-là, les decks rouge-vert n'ont finalement pas réussi à s'insérer dans le jeu compétitif. Et ce Robin des Bois, lui, n'a pas trouvé de maison pour l'accueillir. La carte est intéressante, mais en tout cas dans le metagame actuellement, elle n'est pas assez puissante. Ça, j'ai un peu plus de déception. C'est effectivement un flop, cette Mini-Mouse. Je trouvais que la curve naturelle de pouvoir jouer mini à 3 mana, insaisissable, dans Shift 4 Mini-Mouse, va chercher Mufasa, mets Mufasa au-dessus de ton deck, tour 5, Mufasa. Je pensais que cette curve-là, elle allait rendre Mufasa un petit peu meilleur. Finalement, les decks Mufasa sont toujours pas très plébiscités dans la sphère compétitive. Ceux qui jouent Mufasa n'intègrent même pas cette Mini-Mouse. Tout le monde a peut-être pas vu la curve de Mini 3 dans Mini 4 dans Mufasa. C'est une carte que je trouve intéressante, mais force est de constater que c'est un énorme flop pour l'instant. Ça aussi, c'est une grande déception. J'avais beaucoup d'espoir sur cette Archimède. C'est une carte que j'aime beaucoup. Malheureusement, la curve de Archimède 1 dans Archimède Shift 3 n'est absolument pas jouée. Moi, j'aime bien proposer ça dans un deck Floodborn violet-gris avec la fée bleue en drop 2. Je pense que ça reste des decks intéressants qui méritent d'être un petit peu fine-tunés, mais le Hivemind compétitif pour l'instant c'est pas du tout penché dessus. Et l'idée ici c'est de pas forcément transmettre mon avis personnel, mais plutôt de regarder un petit peu ce que le metagame a proposé. Et pour l'instant cet Archimède il est proposé absolument nulle part, donc énorme flop. Robin Hood, alors lui, il va un petit peu être l'emblème de la catégorie des decks qui synergisent avec le fait de mettre des damages sur les créatures, sur les personnages adverses. Donc c'est pas que ce Robin Hood qui est un flop, c'est toute la mécanique qui est portée depuis le chapitre 1 et vers laquelle les gens pensaient qu'avec le chapitre 5, cette mécanique allait enfin émerger. Et bien pour le coup, elle n'émerge pas. Ce Robin Hood n'est pas joué. Les decks verts continuent à avoir des plans de jeu good stuff et non pas des plans de jeu damage. Nous, on s'attendait évidemment à ce que ce soit pas très bien. Résultat des courses, ce n'est absolument pas joué. Donc Robin Hood, big flop. Ah, alors ça, je suis un petit peu content parce que pareil, il y a beaucoup de gens qui parlaient du miroir du prince John. Moi, c'est une carte que j'appréciais pas beaucoup. Ça reste un item. Ça attaque la main de ton adversaire, mais d'une manière un peu bizarre. C'est-à-dire qu'il a, entre guillemets, tout le loisir jusqu'à la fin de la partie de pouvoir designer la main qu'il veut parce qu'il ne défausse qu'à la fin de la partie. Donc, il est capable, qu'à la fin, pardon, du tour. Donc, il est capable, entre guillemets, de structurer sa main, de jouer des cartes pour ne pas trop défausser. Il peut quand même piocher des cartes pendant son tour. Il ne sera pas impacté par ça parce que s'il est capable de les jouer, eh ben, du coup, il pourra, entre guillemets, finir le tour avec 3 ou 4 cartes en main et défausser seulement celles qui l'intéressent. Donc, c'est une carte qui, sur le papier, avait l'air intéressant. Moi, j'avais un petit peu anticipé que la carte n'était pas très bonne. J'avais laissé entendre à ceux que ça intéressait que je pensais que ça ne serait pas joué. Il y a toujours 2-3 personnes qui ont testé la carte, mais en tout cas pour l'instant, elle n'a pas brillé. Elle n'est pas rentrée dans les stratégies Green Steel Discard. Elle n'est pas rentrée non plus dans les stratégies Green Purple un peu plus tempo. Et je pense que globalement, ça n'accomplit pas assez pour que la carte ait son slot. C'est une perte de tempo de le poser par rapport à ce que ça te fait gagner au niveau du grind par rapport à ton adversaire. Donc, gros flop aussi pour le miroir du prince Jean. Et enfin, ça, c'est une déception, évidemment. Alors, je ne peux pas vous l'afficher correctement, malheureusement. Le Sugar Rush Speedway. J'en attendais beaucoup parce que ça fait pas mal de temps que l'Orcana pousse la synergie des lieux. Ce lieu-là est vraiment un accélérateur pour la synergie des lieux parce que ça vous permet de bouger vos personnages gratuitement vers d'autres lieux. J'avais présenté notamment une decklist rouge-grise en début de format qui essayait de mettre en avant justement cette stratégie-là. Je pense que la stratégie est cool, qu'elle est fun, que, entre guillemets, Sugar Rush Speedway permet à des decks un peu exotiques d'exister. Malheureusement, si on parle en termes de pur compétitif, cette carte-là n'a absolument pas joué. Cette stratégie-là non plus n'est pas jouée. À force de la pousser, peut-être qu'elle deviendra. Hein. C'est comme la stratégie support qui est poussée à chaque set, ou la stratégie notamment illustrée par le Robin Hood, damage sur les personnages adverses. Peut-être qu'à force de les pousser, ça fera quelque chose. Mais là, pour l'instant, en tout cas, c'est pas le cas. Et ce Sugar Rush Speedway, c'est un énorme flop. Et j'en suis évidemment bien triste. Maintenant, on va passer à la catégorie des tops, c'est-à-dire les cartes qui ont brillé, qui sont jouées en compétitif, structurantes de certains decks, ou alors même qui ont fait émerger des decks. On commence ici par Banzai, et je pense que c'est probablement le plus gros top de ce chapitre 5. À titre personnel, j'étais plutôt passé à côté de cette carte, du fait qu'elle soit non ancrable, mais c'est vrai que ces statistiques sont vraiment intéressantes.
3 d'attaque pour 2 de coups de mana qui lore pour 2. C'est à la fois un très bon loreur et à la fois un très bon trader d'early game. C'est vraiment une carte que l'on peut comparer à Monsieur Mouche et vous savez à quel point Monsieur Mouche est probablement le meilleur drop 2 du jeu. Donc vraiment Banzai, rien à dire, très très bonne carte, big top et je suis un peu déçu d'être passé à côté. Autre top, même si on la voit pas tellement pour l'instant, le doc qui permet de défausser de sa main pour piocher 2 cartes. C'est une carte dont on a dit beaucoup de bien avec PL et qui peine un petit peu à trouver sa place actuellement dans le metagame, mais quand elle trouve sa place, notamment dans un des decks qui a fait top 8 récemment, le violet-gris aggro, eh bien elle est déterminante de cette stratégie. C'est vraiment la meilleure carte pour avoir un plan de jeu agressif tout en ayant la résilience de pouvoir continuer à piocher des cartes au milieu de la partie. C'est ce que généralement les decks aggro ne font pas, c'est-à-dire se refaire une main pour continuer de pousser entre guillemets du lore et notamment être capable de remporter la partie même quand l'adversaire commence entre guillemets à stabiliser. Cette carte-là, pour le peu de fois où je l'ai vu jouer et pour le peu de fois où elle a été intégrée à des decklists, elle a été vraiment déterminante. C'est une super carte, donc big top pour le doc. Pete, la meilleure carte du format, je pense, le 3-3 pour 3 qui est joué dans toutes les stratégies grises et qui vient empêcher l'adversaire de chanter. C'est une carte moi que j'ai beaucoup joué, que je trouve vraiment très puissante. Tu es capable de le séquencer notamment avec les boucles de violet pour pouvoir essayer de le jouer un petit peu à tous les tours et retarder Humber Steel. Humber Steel est obligé de le jouer pour se préparer au Mirror. Bref, c'est une carte qui est extrêmement puissante. C'était attendu et pour le coup, il confirme. Navin, c'est un top, mais c'est un top mitigé. Au début du format, il a été assez peu joué, donc on pouvait penser que c'était un flop. Finalement, les gens commencent à revenir dessus. La carte a l'air plutôt intéressante. Tu peux la jouer dans les stratégies Sync Together, mais surtout en Humber Steel. Alors, Humber Steel, ça a été variable. Il y a des gens qui l'ont pas joué. Ensuite, il a trouvé sa place en 2 exemplaires. Puis enfin, Dicandio a remporté le tournoi à plus de 160 joueurs en ayant 4 Navin dans son deck. Nous, on était plutôt chaud avec PL sur Navin. On pensait que la carte serait naturellement intégrée au deck Steel Song. Ça a l'air de faire consensus maintenant qu'il faut minimum 2 Navin dans ton deck Steel Song. La carte est donc du coup évidemment un top. Le Cusco, carte qu'on aime beaucoup également, c'est une carte qui est extrêmement polyvalente, qui vient donner des armes aux bleus qu'ils n'avaient pas, notamment la gestion des objets et des lieux. La carte en plus de ça a des stats intéressantes tout en ayant un effet actif que tu peux utiliser tous les tours pour utiliser entre guillemets ton mana flottant, donc le mana que tu n'aurais pas utilisé pendant ton tour. Donc Cusco, révélation et notamment énorme top. À Clarabelle. Clarabelle, tout le monde est passé à côté de Clarabelle. Nous, on l'avait mis dans notre top des cartes vertes. Je pense que les gens n'avaient pas forcément compris pourquoi. Et finalement, Clarabelle, l'essayer, c'est l'adopter. C'est une carte qui génère énormément de cartes advantage dès lors qu'elle arrive sur le champ de bataille et que ton oppo il a un petit peu une stratégie mid-late game ou en tout cas une stratégie où il a vocation à piocher des cartes, que ce soit bleu-rouge ou alors n'importe quel deck violet. Clarabelle elle fait piocher 2-3 cartes le tour elle arrive en jeu, 2-3 cartes le tour suivant et ainsi de suite. C'est une carte qui, tant qu'elle n'est pas gérée, met totalement l'adversaire en échec et mat. Elle a des statistiques qui sont très satisfaisantes et en plus de ça des supports d'altération qui sont de bonne qualité. Donc Clarabelle, c'est un big top et on est content de l'avoir vu dès le début. Ça nous a évité aussi de la payer trop cher. Ça, c'est plutôt cool. Mufasa, pareil, on est passé par plusieurs phases. Nous, on l'avait mis dans nos tops. On pensait que la carte allait être extrêmement puissante. Puis finalement, au début du jeu, les gens ont pas tellement apprécié la carte. Puis là, plus ça avance, c'est un peu comme Nevin. Tous les decks bleu-rouge commencent à en paquer 1 ou 2, voire 3 pour le deck bleu-rouge qui a fait finaliste sur le tournoi de 160 joueurs remporté par Dicandio. Comme on s'y attendait, quand la carte résout, elle fait extrêmement mal. Elle peut être jouée en bleu-purple, même si le deck est peu existant, mais notamment en bleu-rouge. Je pense que c'est en tout cas une carte qu'il faut avoir minimum en 1 exemplaire dans quasiment tous tes decks bleu-rouge, sauf si tu joues un plan Atelier de Maurice, auquel cas c'est un peu différent. Mais dès que tu as vocation à ramper, ce Mufasa il fait extrêmement mal, il a de bonnes stats, il aura beaucoup, très très bonne carte évidemment. Autre top, et pour le coup j'étais un peu plus sceptique moi sur cette carte-là, le You're Welcome, qui est une action chanson qui va permettre donc de gérer n'importe quelle problématique sur le board de ton adversaire, que ce soit un item, un lieu ou un personnage. En contrepartie, on fait piocher 2 cartes à l'adversaire. Dans toutes les stratégies tempo, faire piocher des cartes à l'adversaire, c'est pas très grave. Ça synergise même très très bien avec Clarabelle, qui du coup va compenser les cartes de card advantage en vous redonnant les cartes que vous avez données à votre adversaire. Donc ça s'insère très très bien dans les bases vertes qui veulent jouer à la fois You're Welcome et Clarabelle, mais surtout ça donne une gestion polyvalente à tout le monde, qui en plus de ça, quand tu joues un deck tempo, tu t'en fous de donner des cartes à l'adversaire, il aura de toute façon pas le temps de les dépenser. Et donc toi, par contre, avoir géré quelque chose de problématique tout en continuant à mettre la pression sur le lore avec tes personnages, eh bien ça fait largement le job. Le fait que la carte soit chantable la rend vraiment très puissante, donc top pour You're Welcome. Le Chromicon
Améthyste, carte avec un effet symétrique, c'est un petit peu la même chose que pour You're Welcome. Cette carte-là, oui, c'est un effet symétrique, les 2 joueurs piochent, mais en fait, quand tu joues un deck à base très agressive, on s'en fout que l'adversaire, il ait plein de cartes en main, qu'il en ait 4, 5, 6, 7 ou 10, ça change absolument rien. Dans tous les cas, il aura pas le temps de toutes les jouer. Donc oui, ça peut aller lui chercher des réponses spécifiques, mais ça lui permettra pas de jouer plus de cartes par tour. Vous allez gagner la partie super rapidement et vous, ce que vous voulez, c'est justement être capable de continuer à mettre la pression et Chromicom d'Améthyste, pour un coût de mana très très bas, bah, ça te permet de continuer à jouer des cartes. Toi, toutes les cartes que tu pioches, tu vas pouvoir les jouer. Si tu affrontes un deck midrange ou un deck late game, toutes les cartes que ton adversaire pioche, il ne pourra pas les jouer. Donc ça te permet de mécaniquement briser la symétrie d'une telle carte. Donc toutes les stratégies à vocation offensive qui jouent du violet veulent un Améthyste Chromicon. C'est un énorme top, évidemment. Et enfin, dernier top, la librairie. On se demandait si la carte était meilleure que le Château de la Reine. Réponse non. Par contre, est-ce qu'on peut implémenter cette carte-là en plus du Château de la Reine? Réponse oui. Alors, cette carte-là, on va la jouer seule, sans le Château de la Reine, dans les stratégies très agressives, parce que son coût converti de mana de 3 est plus intéressant que le 4 du Château de la Reine. Par contre, dans les stratégies mid-range late game, comme par exemple violet-rouge, on va toujours vouloir nos 4 Châteaux de la Reine, mais tous les decks commencent à implémenter 2 librairies. Ça te donne du coup un petit peu plus de polyvalence dans tes lieux, un petit peu plus de problématiques pour l'adversaire à aller chercher tes lieux. Ça permet notamment d'avoir plus de menaces contre les decks bleu-rouge, et l'effet de la librairie a plutôt fait ses preuves. La carte est intéressante, permet de piocher des cartes. Elle a beaucoup de PV par rapport à son coût converti de mana. C'est une très très bonne carte que les decks agressifs veulent bien en haut de curve, et que les decks plutôt mid-range veulent bien pour essayer de grinder, générer du lore à distance, du lore passif contre les stratégies les plus contrôles. Donc big top aussi pour la librairie, même si c'était pas gagné au début du set. Et voilà, vous avez eu le top 10 et le flop 10 de toutes les cartes de ce chapitre 5 Lorcana. Évidemment, il y a d'autres cartes qu'on aurait pu mettre en top, d'autres qu'on aurait pu mettre en flop. Il a forcément fallu faire des choix. J'espère que vous, ça vous a plu. Dites-moi dans l'espace commentaire quels sont vos tops, quels sont vos flops, quelles sont les cartes que vous attendiez et quelles sont les cartes dont je n'ai pas parlé et qui vous tiennent à cœur. On lit évidemment tous les commentaires. En attendant, prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde, à plus.